Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, Anaïs et moi recevons Morgane Charvet, Morgane alias Jurixio sur les réseaux sociaux. Nous avons naturellement évoqué son parcours puisqu'il a été étudiant en droit. Entre notariat et avocature, Morgane a été jusqu'à s'inscrire en thèse de doctorat. Finalement, entre résilience, persévérance et imagination, Morgane a créé son propre métier pour être aujourd'hui un enseignant connecté. On a évoqué des sujets divers et variés, dont l'image des professionnels du droit et en particulier des avocats. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Morgane. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast. C'est avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité sur votre podcast. Est-ce que tu peux dire quelques mots pour te présenter ? Avec plaisir. Donc moi c'est Morgane, alias Jurixio, peut-être plus connu sur les réseaux sociaux. Je suis donc chargé d'enseignement à la fac Cato, à l'UCLI, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Et accessoirement, j'enseigne également dans des écoles privées, une école de pub. D'ailleurs, votre stagiaire fait partie justement de l'école de pub dans laquelle j'enseigne. Et puis également, j'interviens dans les écoles de commerce. Donc ça, c'est mon côté enseignant. Et puis j'ai également la casquette de créateur de contenu. Je suis plus adepte de cette notion par rapport au statut d'influenceur, cette notion d'influenceur. Je préfère créateur de contenu et sur les réseaux sociaux, et donc je crée du contenu pour les étudiants, pour les motiver, pour les booster, et puis d'essayer de rendre le droit un peu plus accessible, parce que le droit c'est quelque chose d'assez compliqué, et on essaye par des mots simples de mettre, d'expliquer le droit concrètement. Justement, pourquoi le droit par rapport à ton parcours ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de détails sur ton parcours ? Carrément, avec plaisir. Alors mon parcours, moi pour le coup, je n'étais pas du tout destiné à faire du droit. Je suis en terminale, je suis un élève moyen et je me demande ce que je veux faire plus tard, je suis totalement perdu. Il y a le domaine des langues qui m'intéresse un petit peu, LEA, je me dis faire une fac LEA. La fac de sport, bon, aussi pareil parce que j'adore le sport. Donc je m'inscris sur post-bac, à l'époque c'était post-bac, et donc je fais mes choix et donc je choisis langue, LEA et puis fac de sport. Et à aucun moment, j'ai choisi le droit, pour le coup. Et après, par un concours de circonstances, après en avoir discuté avec mon entourage, avec mes proches, j'ai pris la décision, en fin de compte, de me désinscrire de partout, de prendre le risque de me désinscrire de partout, alors qu'on est en plein mois de juin, juillet, et qu'il n'y a quasiment plus de place nulle part, sauf à un seul endroit, pour le coup, en droit. Et c'est à ce moment-là que donc, je décide de m'inscrire en droit, sachant que dans un coin de ma tête, j'étais intéressé par le journalisme sportif. Donc je me suis dit, droit, ça va forcément m'apprendre des choses, la rigueur, tout ça, la culture générale, etc. Donc je pense qu'en cela, ce sera très bien. Et c'est pour ça que je m'inscris en droit pour voir un petit peu ce que ça donne. Je redouble ma première année de droit. Je suis là, j'oscille un petit peu, je vais en cours, je vais pas en cours. Et puis par la suite, après avoir redoublé, j'ai d'excellents résultats. Et ce redoublement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce redoublement m'a été très bénéfique pour la suite. Donc ensuite, licence en droit Lyon 3, Master 1 en droit notarial, Master 2 en droit privé fondamental, et puis peut-être qu'on parlera tout à l'heure du doctorat, tout ça. Donc un parcours assez riche puisque tu as été jusqu'au Master et en parallèle, tu as passé l'examen pour tenter d'entrer à l'école des avocats. Oui, exactement. Une expérience douloureuse, mais avec le recul, je suis très heureux en fin de compte. Pourquoi douloureuse ? Parce que j'ai passé donc, l'examen d'entrée à l'école des avocats, j'ai été admissible aux écrits, et donc vient le grand oral notamment, je simplifie, vient le grand oral notamment, quelqu'un de très timide forcément, donc le grand oral me stresse, pour autant je me basais sur mes connaissances, je me suis dit bon ça allait le faire plus ou moins, sauf que ça ne l'a pas fait. En réalité le grand oral ça a été quelque chose de très difficile après coup, parce que je m'en suis pris plein la tête le jour du grand oral déjà, et puis même la note, une note très basse, l'une de mes pires notes de toute ma scolarité, 4 sur 20 pour un oral, ça fait très mal, on se remet vachement en question à la suite de cela. Et puis, en fin de compte, je suis finalement heureux que l'on ne m'ait pas donné ma place, parce qu'il suffisait de 5 pour passer, donc
pour réussir l'examen. Et en réalité, je suis très heureux que les examinateurs ne m'aient pas donné cette place parce que non seulement je pense que je n'aurais pas été épanoui en tant qu'avocat, parce qu'après coup, je me dis que c'était peut-être pas fait pour moi. Et également, parce que je suis épanoui à l'heure actuelle en tant qu'enseignant. J'adore transmettre et puis aussi cette double casquette enseignant, créateur de contenu. Je m'éclate, clairement. Et donc, pour le coup, finalement, je suis heureux. Heureux d'avoir raté, c'est assez particulier, assez paradoxal de dire ça. Mais je pense que c'est des expériences de la vie qui nous disent que c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait que t'ailles, et c'était plutôt dans ce sens-là qu'il fallait que t'ailles. Et parfois, la vie, comme ça, au détour d'échecs, nous montre la voie à suivre. Moi, ça m'interpelle juste parce que tu disais, j'ai fait un Master 1 en droit notarial. Ouais. T'as passé le CRFPA après ton Master 2 ou après... Master 2, effectivement. Comme on avait discuté justement dans la vidéo qu'on a tournée sur ma chaîne, c'est que quand on est à la fac de droit, le truc, c'est qu'on va faire... on va faire notre licence. Pendant notre licence, ça se trouve... un moment, on va vouloir devenir avocat, un autre moment, on va vouloir devenir juge, un autre moment, on va vouloir devenir notaire, par exemple. Et donc moi, licence 3, je m'intéresse au monde du notariat. Je me dis, je vais devenir notaire. Et puis, finalement, en Master 1, je m'intéresse à la théorie, mais aussi à la pratique. Bref, on a envie de faire plein de choses. Et en fin de compte, on teste, on passe des concours, on passe des examens, et puis on va là où ça nous mène. Pourquoi avoir plutôt choisi de passer l'examen d'avocat plutôt qu'une autre voie à ce moment-là, en tout cas? Qu'est-ce que tu avais en tête? C'était pas forcément une vocation de devenir avocat, je me suis dit, j'étais perdu un petit peu sur mon avenir, et je me suis dit, tenter l'examen d'entrée à l'école d'avocat, concours, bref. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir le titre d'avocat pour soit exercer, soit faire autre chose à côté, mais je l'ai passé principalement, pas par vocation, pas forcément pour devenir avocat, mais en tout cas pour avoir le titre et voir un petit peu après comment ça allait se passer. Tu as fait une thèse après? Ouais. Donc en même temps peut-être? Tu l'as passé en Master 2 L'examen d'entrée à l'école d'avocat, je l'ai passé après le Master 2, je me suis consacré après le Master 2, et puis après donc cet échec de l'entrée à l'école des avocats, l'examen du CRF, je me suis inscrit en thèse, donc l'année suivante. Et c'est là où j'ai commencé une thèse, donc on peut peut-être en parler. Là aussi, l'expérience de la thèse qui a été une expérience particulière pour le coup, parce que tout d'abord, donc, ma thèse, ça portait sur la proportionnalité en droit des biens, donc un domaine de droit immobilier, concept de proportionnalité, tout ça, droit européen, bref. Et c'était super intéressant d'un point de vue intellectuel. Pour le coup, la thèse, c'est passionnant. C'est passionnant intellectuellement, sauf que au bout d'1 an et demi, j'ai mis un terme à ma thèse pour plusieurs raisons. Une raison tout d'abord relative au fait que je n'étais pas totalement, pleinement épanoui, parce que c'est bien de rechercher, mais je me demandais à quoi ça servait. Clairement, je recherchais, et puis je me suis dit, pourquoi faire? Ça, c'est le premier truc. Et puis également, il y a le facteur financier, parce que j'avais pas de contrat doctoral, donc je n'étais pas financé pour faire ma thèse. Donc il fallait qu'à côté, je me rémunère et que je gagne un petit peu ma vie. Donc il fallait concilier les deux, c'était compliqué. Et puis les perspectives relatives à la thèse, aujourd'hui faire une thèse, à quoi ça sert finalement, quand on voit que les postes à l'université tendent vraiment à baisser. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit ça ne sert à rien de continuer dans cette voie. Je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, que j'ai mis un terme à ma thèse au bout d'1 an et demi. Je ne le vis pas comme un échec, loin de là, et puis même si c'est un échec, je m'en fiche parce que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et cette expérience, comme celle de l'échec du CRFPA, elle m'a servi à apprendre certaines choses, de la rigueur, de l'autonomie, qui aujourd'hui sont vraiment indispensables dans l'exercice de ce que je fais, que ce soit en tant qu'enseignant ou par rapport à mes réseaux sociaux. À cette époque-là, comment tu envisageais la profession d'avocat? Donc tu dis que tu n'avais pas forcément envie de le faire en fait, que c'était plus le titre que tu recherchais. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui te faisait dire non, je vais pas le faire? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui t'attirait? Tu vois, si déjà à l'époque, tu avais dans l'idée que potentiellement c'était pas fait pour toi d'être avocat? Ça m'attirait parce que j'aime le droit et je me voyais pas trop faire autre chose. J'étais perdu, quelqu'un de perdu, je pense, comme beaucoup d'étudiants. Je me dis, je fais du droit, mais en fait, je fais quoi? Je vais faire quoi comme profession juridique? Et le métier d'avocat me plaisait parce qu'il y a l'aspect juridique, technique juridique, essayer d'utiliser les arguments juridiques en sa faveur, défendre un client. Après, j'avais peur quand même, peur de la plaidoirie, peur de tout ce qui était s'exprimer à l'oral. C'est pas que ça, avocat, mais quand même, malgré tout, ça me faisait peur. Et à l'époque, quelqu'un de très timide, forcément, c'était cet aspect-là qui me repugnait un peu. Donc, j'ai tenté, j'ai raté le CRFPA pour aujourd'hui, en fin de compte, l'expression orale, tout ça, quotidiennement, devant des étudiants, je fais des vidéos, tout ça. Donc, c'est des trucs qui m'ont servi aussi. Et en réalité, je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui. Et donc maintenant, une de tes 2 casquettes, c'est l'enseignement. Ouais.
Avec Anaïs, nous aussi, on a enseigné en parallèle. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte à toi, personnellement? Parce que ce que ça apporte aux étudiants, on le voit assez facilement, mais toi, comment ça te nourrit? Moi, je trouve que déjà, l'enseignement, c'est assez extraordinaire parce que ça nous apporte du partage. Déjà, première chose, on a des choses à apprendre aux étudiants, mais je pense qu'en retour, et j'en suis certain même, les étudiants ont des choses à nous apporter, et je le perçois souvent dans mes cours, parce que parfois les étudiants prennent la parole, posent des questions, et parfois même se livrent, et c'est pour ça que parfois, je trouve qu'on en sort grandi de cette expérience, donc il y a cet aspect-là. D'un point de vue personnel, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus incroyable que de faire comprendre un concept juridique hyper compliqué à un étudiant en droit. Typiquement, alors j'enseigne pas le droit administratif, mais c'est par une métaphore, faire comprendre le concept de loi écran, cette théorie qu'on n'arrive pas à comprendre, que même encore certains n'arrivent pas à comprendre, c'est hyper compliqué et je pense qu'il n'y a rien de plus jouissif, vraiment, et on prend du plaisir à le faire, de dire, quand on voit l'étudiant qui a cette petite mimique où il penche la tête, ou au moins, ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est incroyable. On se dit, waouh, quoi, on sert à quelque chose et on a essayé de faire comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que je suis très, très heureux aujourd'hui de faire d'avoir cette casquette d'enseignant. Je fais un parallèle, donc moi ça m'a apporté un peu comme toi le développement oral, parce que de se retrouver en plus devant un public qui n'est pas forcément facile, parce que les étudiants, il y a d'autres sollicitations, ils ont parfois très envie de savoir ce qui se passe sur leur portable, ils n'ont pas forcément compris, ou ils sont fatigués, ou ça les intéresse pas, ou... Donc déjà c'est un public compliqué, donc on est obligé d'attirer leur attention. Et je pensais à un parallèle aussi vis-à-vis, en tout cas pour nous, pour nos clients, justement ce besoin de clarification, d'explication, et on a besoin de pédagogie aussi. C'est vrai qu'on peut se rejoindre là-dessus, que ce soit dans le cadre de l'enseignement ou dans le cadre de notre activité d'avocat vis-à-vis des clients ou même des magistrats. Si on veut essayer de faire pencher la balance dans notre sens, il faut qu'on soit clair, c'est la base. C'est ça. On s'y retrouve. La pédagogie, c'est effectivement, comme tu le dis, finalement, on retrouve dans de nombreuses professions, alors juridiques ou extra-juridiques. Et je partage c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, et c'est très intéressant ce que tu dis, de la nécessité de faire comprendre certaines choses, que ce soit juridique ou en dehors du droit. On peut... Tout au long de notre vie, on a besoin d'avoir cette nécessité d'avoir la pédagogie pour essayer de faire comprendre les choses. Dans ton parcours, tu as fait plein de choses, mais moi, ce que je retiens de ta réussite aujourd'hui, c'est que tu n'es pas un enseignant comme les autres. Tu es un enseignant modernisé, peut-être, on peut dire ça comme ça. Tu es un enseignant 3.0. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, est-ce que c'était une envie ou est-ce que c'était un besoin d'abord d'aller sur les réseaux, de diffuser du contenu au quotidien? Parce que ça, tu n'y es pas obligé en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qui te motive pour créer du contenu tous les jours et avoir cette relation en plus avec tes étudiants? Alors, déjà, pourquoi je me suis lancé? Je pense que on va commencer par là. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Parce que j'ai commencé par là. C'est parce que j'avais envie... J'étais étudiant et donc je me suis dit, je vais taper sur YouTube, voir un peu les personnes qui donnent des conseils. Sauf que je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait personne qui donnait des conseils au niveau juridique pour aider les étudiants, tout ça. Alors qu'on était en plein développement de YouTube. À l'époque, vraiment, c'était là où YouTube commençait à prendre de l'essor. Et pour le coup, je me suis dit, et pourquoi? Et pourquoi pas lancer quelque chose là-dedans? J'étais en moment avocat, test, tout ça. Je me lance sur YouTube. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très timide. Très très timide, et de me lancer sur YouTube, ça a été difficile. Le regard des autres a été terriblement difficile au début, parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, surtout dans un domaine comme le droit, où vraiment pour le coup c'est très conservateur. Donc se lancer sur YouTube comme ça n'a pas été facile. Pour autant, j'ai saisi ma chance et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre à diffuser un message, à essayer de partager des conseils comme ça depuis ma chambre en me filmant, à faire des vidéos, et petit à petit on y prend goût. On y prend goût et en fin de compte, on apprend vachement de choses. On apprend vachement de choses, vous le voyez quand vous créez du contenu, parce que vous êtes aussi créatrice de contenu. On apprend vachement de choses en termes de communication. Tout d'abord, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on vit avec les réseaux sociaux, tout le monde vit avec les réseaux sociaux, surtout les étudiants. Les étudiants, c'est ma cible principale, puisque je suis enseignant, et forcément, avec les réseaux sociaux, c'est une nouvelle façon de communiquer. Justement, d'avoir cette activité sur les réseaux sociaux, ça me permet de développer cette façon de communiquer, tout en l'adaptant à un domaine qui est pourtant
hyper conservateur. Alors, ça n'a pas été facile. La première vidéo, c'était une catastrophe. Au bout de 2-3 vidéos, j'avais pas mal de commentaires négatifs parce que mes vidéos n'étaient pas incroyables. Et puis voilà. J'avais envie vraiment de tout arrêter. C'était trop dur. J'étais en pleurs. Je me suis dit, allez, je vais arrêter. De toute façon, ça sert à rien ce que je fais. C'est pas aimé, le droit, machin. Et puis, je sais pas. J'ai laissé passer un temps. Et je me suis dit, je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir parce qu'il y a un truc à faire. Il y avait à l'époque personne sur YouTube au niveau du droit. Je me lance, je fais mes vidéos. Et vraiment, j'y prends goût. J'y prends goût à faire des vidéos, je prends goût à partager des conseils, je prends goût à partager des notions juridiques. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un d'épanoui, parce que déjà j'enseigne, mais aussi parce que j'ai ça à côté. J'ai cette activité de création de contenu qui me permet de ne pas être focus que sur l'enseignement, mais qui me permet de développer plein d'autres choses, d'en apprendre tous les jours. Et aujourd'hui, je m'intéresse vachement au domaine de la communication, des réseaux sociaux, tout ça. J'enseigne dans une école de pub, je fais des cours de communication sur l'influence, tout ça. Et c'est vrai que je suis clairement épanoui parce que j'apprends plein de choses. Tu t'es créé ton métier finalement. Quand on suit un cursus en fac de droit, on pense avocat et juge au début. On ne sait pas qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Et puis toi, tu as créé un métier hybride en fait, rien qu'à toi. C'est incroyable, ouais, j'avoue. Je suis en train de me dire ça. C'est très inspirant. Je pense que c'est très inspirant aussi pour les étudiants qui ne trouvent pas forcément leur place. Et ça montre aussi, si j'en viens au métier d'avocat, qu'on peut être tous différents. Parce que, comme toi tu le disais, tu as des affinités avec des matières, avec la communication, une curiosité. Et nous, c'est pareil. Chaque avocat va avoir son mode d'exercice en fonction justement de ses centres d'intérêt. Donc, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a aussi la notion, au final, d'accessibilité. C'est-à-dire que, d'un côté, au niveau de tes étudiants, ta portée, elle était à Lyon, dans tes écoles, dans les universités. Et là, je sais pas si tu as déjà fait des statistiques, mais ta portée, elle est beaucoup plus grande, en fait. Donc, la même chose, ce que tu peux dire, finalement, tu le transmets à beaucoup plus de personnes. Je pense que c'est ça aussi qui est gratifiant pour toi dans ce que tu fais. C'est incroyable, parce que ça, c'est ce que permet l'ère numérique dans laquelle on vit. C'est que le message, il peut être diffusé aux 4 coins du monde. Je sais que parmi les personnes qui regardent mes vidéos et qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, j'ai des personnes qui nécessairement habitent en France métropolitaine, dom-tom, tout ça, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, par exemple, beaucoup de personnes qui viennent même d'Amérique. Et c'est ça qui est incroyable, on se dit, waouh, notre message, on s'est filmé en France, à Lyon, dans la petite chambre, notre message, il est regardé par quelqu'un qui est en Afrique. Waouh! Je me dis, la puissance qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, c'est formidable. Alors effectivement, il y a des dangers, les réseaux sociaux, il y a des aspects négatifs. Je ne vous cache pas que parfois j'ai envie de faire une pause, tout ça au niveau réseaux sociaux, on en a marre, on passe nos journées sur Insta, sur YouTube, tout ça pour essayer de développer, machin. C'est pas forcément pour regarder du contenu, mais pour essayer d'avoir des idées, machin. Au bout d'un moment, on a envie de tout lâcher, de faire une pause pendant 1 mois, 2 mois. Mais le problème, c'est qu'on peut pas, on est lié à ça. Alors il m'arrive de temps en temps de rien publier pendant une journée ou 2, mais pendant 1 mois, je peux pas parce que c'est mon travail en fin de compte aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. Donc il y a cet aspect-là aussi, on n'a pas conscience, mais quand on bosse tout le temps sur les réseaux sociaux, on se dit ouais c'est facile les réseaux sociaux, quand tu fais une story, tu prends ton téléphone, alors qu'en réalité ça demande un travail en amont déjà, de faire des publications, c'est énorme, on s'en rend pas compte quand on n'en fait pas, mais clairement quand on fait de la création de contenu, ça prend énormément de temps et c'est pas la personne qui est en train de se filmer dans sa chambre et qui en 1 heure a publié sa vidéo, etc. Et le développement du numérique te permet ça, et ça te permet aussi vraiment de diffuser du contenu juridique, mais en tant que juriste et en tant qu'enseignant, puisque j'ai vu que je vois que les étudiants sont friands de tes fiches, de ce que tu peux proposer. C'est intéressant parce que nous aussi, on l'utilise dans le cadre de notre activité pour vendre des prestations dématérialisées. Et ça, on a besoin du numérique, donc quelque sorte, on est obligé de s'y intéresser. Bien sûr. Ouais, le numérique, de toute façon, aujourd'hui, clairement, je pense que les avocats qui écouteront ce podcast, je pense que c'est nécessaire que de s'intéresser au monde du numérique. Alors, on n'a pas besoin de faire des vidéos sur YouTube, on n'a pas besoin de faire des podcasts, mais il faut s'y intéresser, essayer de comprendre comment ça marche et de ne pas dire ça m'intéresse pas, je reste hermétique à tout cela, parce que aujourd'hui on se rend compte que par exemple, typiquement vous,
il y a une femme qui a un problème avec son mari, qui va taper sur YouTube je ne sais quoi et qui va tomber peut-être sur une de vos vidéos, qui va regarder 1, 2, 3, 4 vidéos, qui va s'attacher à vous, qui va avoir confiance en vous et qui va peut-être s'identifier à vous et qui va vous contacter ensuite, qui veut que ça soit vous qui la représentiez, pas quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut se faire connaître par différents canaux et ça peut être utile notamment dans l'exercice de votre profession. Oui, je pense qu'il y a cet aspect, et effectivement, et c'est la même chose pour toi, donc la portée qui n'est pas du tout la même, c'est une portée qui est beaucoup plus grande, et aussi tout cet aspect confiance, effectivement, t'as raison, je pense que c'est important, même moi je le vois en tant que consommatrice, parfois je vais beaucoup plus me tourner vers des personnes que je suis ou que j'ai l'impression de connaître, ou en tout cas d'avoir pu identifier leurs valeurs, donc ça me paraît évident, et puis oui, ça donne une certaine légitimité finalement vis-à-vis de ceux qui nous suivent ou qui te suivent. Par exemple, pour toi, j'imagine qu'il y a énormément d'étudiants en France qui doivent se dire que tu es le meilleur prof de TD de toute la France et qui sont vraiment dégoûtés de ne pas être à Lyon. Alors là-dessus, je te coupe, Anaïs. Moi, j'ai fait partie de la même équipe de chargés de TD que Morgane. Oui, c'est ça. C'est qu'il a une certaine notoriété. Et j'entendais des étudiants dire « Ah, ils ont trop de la chance !» Donc, effectivement, même pour ceux qui l'ont en enseignement physique... Mais je pense que ça donne une légitimité, entre guillemets. Enfin, t'as forcément une image... c'est comme... Ça me fait penser le parallèle des avocats quand nous, on est recommandés. Tu vois, c'est un peu comme une recommandation. La relation, elle est totalement différente. Elle démarre pas de la même manière quand on est recommandé. La personne, elle vient, elle a déjà... un capital confiance. Alors que la personne, quand elle vient et qu'elle a été recommandée par personne, qu'elle nous a trouvé comme ça en tapant sur Internet, il faut gagner la confiance. Et à l'inverse, quelqu'un qui nous a été recommandé, il faut pas la perdre. Donc je pense que c'est pareil avec les réseaux, ça te donne le capital confiance initial. Et après, là, tu dois quand même faire du bon travail, mais ça te permet de gagner en confiance. C'est un concept de pub qui s'appelle la preuve sociale. C'est la preuve sociale, on va dans un resto parce qu'il est rempli. Et du coup, on va dans ce resto, on se dit, ce resto, il doit être bon. C'est un peu le même concept que ce qui se passe. C'est que peut-être que, j'ai quelques abonnés sur YouTube. Du coup, peut-être que, comme tu l'as dit, mon message passe peut-être bien. Et puis, également, peut-être que la façon que je présente est différente de celle qu'on peut avoir d'habitude. Et on va peut-être plus se tourner vers moi que vers quelqu'un d'autre qui a juste une page internet, etc. Et donc je pense que c'est pour ça, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est indispensable aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour les avocats. Je pense particulièrement parce que les avocats ont le droit de faire de la pub, si vous me contredit, il n'y a pas de souci là-dessus. Les avocats, je sais que par rapport à d'autres professions où c'est plus compliqué, mais les avocats ont ce droit-là. Et donc, grâce au réseau, je trouve qu'on peut se faire connaître et on peut gagner la confiance des gens. Et donc les gens vont se retourner vers nous. Et je pense que c'est indispensable. Mais là, je trouve que nous, en tout cas notre profession, pourquoi on n'est peut-être pas aussi présent que ça sur les réseaux, déjà parce que c'est comme tu disais, le droit c'est assez conservateur. Et puis je pense, et là ça va sûrement résonner en toi, ou en tout cas, c'est une question que je me pose, c'est qu'on est quand même dans un milieu où on reste encore attaché à certaines choses, au prestige un peu de la robe, au prestige du statut de l'avocat qui n'est pas l'avocat... lambda, tu vois. L'avocat, c'est pas une personne lambda, c'est le maître, avocat, etc. Et donc, je sais pas comment tu l'as vécu à l'époque. Enfin, tu disais que le regard des autres avait été difficile, mais dans ce sens-là, c'est le regard des pairs aussi, pairs au sens PAIR. Parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup de confrères, et même nous, parfois, on se pose toujours la question, mais nos confrères vont... Enfin, il y a un certain crédit qui est accordé au regard des autres et de ceux qui font la même chose que nous, et on n'a pas envie... de se décrédibiliser, ou on n'a pas envie, on peut avoir peur justement de ce regard des autres. Je pense que toi tu l'as vécu, j'imagine, un petit peu, surtout si tu étais en thèse. On va dire, au niveau conservatisme, on passe encore à un cap supérieur par rapport à l'avocat. Ça c'est mon avis. Donc voilà, je pense que ça a quand même dû être très difficile, et tu as eu une certaine force finalement de penser d'abord à toi plutôt que de penser au regard des autres. C'est comme ça que tu l'as vécu, ou... Ouais, la question du regard des autres, ça c'est une épineuse question. C'est vrai que clairement, mon travail que je fais sur YouTube, de manière générale, sur tous les réseaux sociaux, ça plaît pas forcément à tout le monde. Je pense que même pour vous de votre côté, il doit y avoir quelques réticences. Je sais que certains avocats, j'ai un collègue, peut-être que vous connaissez, Arthur Sauzé, qui a effectivement aussi, qui fait des vidéos sur YouTube. Il est avocat, il a statut, mais bref, il n'exerce pas. Et il s'est un petit peu fait aussi déglinguer. Je pense aussi à d'autres, à l'avocate Laura Lys,
peut-être que vous voyez un petit peu, qui se fait souvent déglinguer aussi. Donc, bref, quand on essaye un petit peu de bouger les lignes, ça plaît pas. Ça plaît pas forcément. Donc au début, c'est vrai que c'est difficile. Au début, c'est difficile parce qu'on est quelqu'un de novice sur les réseaux, on s'expose. Donc on se dit, on a des failles. Moi en plus, j'affiche clairement mes failles, c'est-à-dire que j'ai échoué, donc clairement, je me livre. Mais je pense que c'est ce qui permet aussi que les gens peuvent s'identifier. Et du coup, c'est facile parce qu'on peut m'attaquer sur le fait que j'ai raté le CRFPA, sur le fait que je ne suis pas allé au bout de ma thèse, et que donc peut-être que je n'ai pas la légitimité d'un docteur en droit ou d'un avocat, par exemple. Et en fait, je me rends compte avec le temps que quand on fait des études de droit, on souffre, enfin même de manière générale, c'est fréquent dans la vie de tous les jours, on souffre du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur, c'est de se dire j'ai pas le niveau, j'ai pas de doctorat, j'ai pas le niveau d'avocat, donc je peux pas faire passer le message. Et je me suis rendu compte en créant justement sur YouTube que c'est un vrai syndrome qui nous frappe. Moi je me dis sur YouTube, je suis qui, j'ai un master 2, je fais juste 2-3 vidéos, je me lance, et puis finalement ça me plaît, et au fur et à mesure on prend confiance. On prend confiance et on se rend compte que notre message est beaucoup plus important que la légitimité qu'on peut avoir, le titre, ce fameux titre qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas facile à exprimer ce que j'essaye de faire passer, mais on se rend compte que c'est pas, le titre n'est pas si indispensable que ça. Et c'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. J'ai la possibilité d'exercer en tant qu'enseignant, alors même que je n'ai pas de doctorat. Je fais de l'enseignement dans des écoles privées, donc la Cato c'est privé, et puis les écoles privées, tout ça. Pour autant, c'est possible. C'est un message que je veux faire passer. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas de doctorat, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas de doctorat en droit qu'on ne peut pas enseigner le droit. Et comme tu l'as dit, je me suis créé mon propre truc, ma nouvelle façon d'enseigner. Il y a ça, et puis aussi on peut enseigner dans les écoles privées, parce qu'il y a un truc, ça aussi j'en parle, je pense que vous êtes tout aussi concernés et vous me comprendrez totalement, c'est que aujourd'hui les diplômes ne font pas tout. Et que en réalité, ce qui est très important à développer pour les étudiants qui écouteront ce podcast, c'est du réseau. Clairement, aujourd'hui, le réseau est peut-être même parfois plus important que le diplôme. Parce qu'on peut avoir, là par exemple, pour ma part, je suis rentré à la fac Cato parce que je connaissais quelqu'un qui était à la fac Cato, donc quelque part, c'est un petit peu du réseau. Pour autant, je n'étais pas docteur en droit. C'est-à-dire que si j'avais eu une voie d'accès classique où il faut être doctorant ou docteur en droit, j'aurais jamais pu intégrer la fac Cato. Et donc, je me rends compte que de plus en plus, les diplômes ne font pas tout et qu'il faut essayer de se créer son propre petit chemin en essayant de se faire des contacts. Et je pense que c'est important et c'est un truc qu'on ne dit pas à la fac. À la fac, il faut faire le diplôme jusqu'au bout, machin. Parce que, on se dit diplôme, et surtout aujourd'hui dans le contexte de grosse concurrence que vivent les étudiants avec la sélection, c'est indispensable. Le réseau. Ça, c'est sûr qu'effectivement, le réseau, qui soit... n'importe quelle période, début, fin, stage, malheureusement... c'est vrai que nous, on reçoit pas mal de demandes de stages et on aime bien prendre des stagiaires. D'ailleurs, on en a une en ce moment, alors pas en droit, mais en communication. Mais ça peut parfois être difficile de se faire sa place, en tout cas d'avoir des opportunités quand on n'a pas de réseau. Mais par exemple, des cabinets comme nous, on prend très très souvent des stagiaires qu'on nous a pas du tout forcément recommandés et qui nous écrivent. Et en tout cas, on met toujours un point d'honneur à leur répondre. Et voilà, je pense qu'effectivement, c'est un point important par rapport à ça. Par rapport à ça, il faut persévérer. Moi, j'ai essayé de faire des stages pendant toute ma scolarité. Je n'ai pas pu trouver un stage parce que je n'avais pas le réseau. Et quand ça a été obligatoire, j'ai envoyé des candidatures et j'ai trouvé un maître de stage. Et là, j'ai intégré le réseau parce que là, lui, il m'a permis de trouver mon stage d'après. Donc il faut persévérer vraiment jusqu'à trouver le point d'entrée et après ça roule, mais c'est difficile. Et surtout en ce moment avec le contexte sanitaire, on est moins susceptible d'accueillir, il y a beaucoup de télétravail, c'est plus compliqué, mais il faut persévérer. La persévérance, c'est un concept pour lequel j'attache beaucoup d'importance. Parce que la persévérance, pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, maintenant vous comprenez ce que je ressens, c'est que le problème quand on fait des vidéos YouTube, quand on fait des trucs sur Insta, bref, on fait des trucs et ça marche pas. On s'est donné, on a fait un montage de malade, on a pris 10 heures pour faire notre montage, et ça marche pas. On est frustré, on est hyper frustré. Sur le moment, on a envie de tout arrêter.
On a dit ça sert à rien, de toute façon ce que je fais, ça sera pas vu, donc quitte à arrêter, il faut que j'arrête de perdre du temps. Alors qu'en réalité, je pense que la clé dans ces domaines, c'est la persévérance. C'est de se dire, ok, ça va marcher, bon, je digère, et puis le lendemain, je vais au charbon essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et essayer de m'améliorer. La résilience. La résilience, je pense que c'est vraiment hyper important. Et donc, quand on crée du contenu comme ça sur les réseaux, c'est important de ne pas s'arrêter à la première vidéo, à la deuxième, à la troisième, au premier podcast, au deuxième podcast. On va s'améliorer, on va se faire connaître. Et au bout d'un moment, et ça j'en suis convaincu, au bout d'un moment, ça va finir par nous sourire. Parce qu'il y a une grande phrase que j'adore de Xavier Dolan qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais ». Et ça pour le coup, c'est tellement, tellement vrai. Tout à fait. Tu nous laisses bouche bée. Donc par rapport aux étudiants, moi je le vois tous les jours, je vois que ça marche parce que je vois les retours des étudiants que tu ne connais même pas physiquement et qui sont peut-être à l'autre bout de la France, qui achètent tes fiches, qui suivent tes prépas. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a apporté d'autres perspectives professionnelles? Alors à part Wave Avocat qui te propose un podcast, est-ce que des écoles sont venues te chercher parce que justement t'avais un autre point de vue et un autre positionnement qui les intéressait ou... Venu me chercher, pas forcément, mais j'ai eu des contacts, effectivement. Déjà, les écoles, quand ils voient que... Je prends l'exemple de l'école de pub, le SP. C'est vrai que pour le coup, je pense que le fait d'avoir ce genre de profil, c'est complètement en adéquation avec leurs valeurs. C'est pas un prof de droit comme les autres, en plus lié aux réseaux sociaux. Donc ça apporte une plus-value, je pense, pour eux qui sont dans l'école de pub. Et puis après, au-delà de ça, ça apporte beaucoup de visibilité. Notre vidéo peut être vue potentiellement par des avocats, par des notaires. Et j'ai déjà eu des collaborations avec des avocats, des notaires, etc. pour justement parler un petit peu du métier. Et c'est vachement bien parce que on sent que notre travail peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais au moins que certains reconnaissent la valeur de notre travail et sont potentiellement intéressés pour travailler avec nous. Et donc c'est ça qui apporte vachement les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça nous apporte de la visibilité. Et on peut un jour être contacté par une marque qui va vouloir parler de ça ou de ça. Et je pense que c'est vraiment génial de pouvoir transmettre ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir transmettre un message comme ça qui peut potentiellement être vu par des centaines, des milliers, dizaines de milliers, etc. Peut-être un jour des millions, je sais pas, je l'espère. Peut-être qu'un jour je serai Squeezie, je pense pas. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je perds pas espoir. Parfois il y a des vidéos qui marchent pas. On continue, on lâche pas et on persévère. J'ai une petite question très terre à terre pour gérer tout cet aspect-là. Est-ce que tu es auto-entrepreneur? Comment tu as créé une société? Ouais, alors justement par rapport à ça, donc je suis en plein dedans. Pour le moment, j'ai le statut d'auto-entrepreneur et je suis peut-être en train de développer ma société. Peut-être en voie de création de société, quelques aspects administratifs, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, statut qui est vraiment génial, je trouve, simple, facile à gérer, qui vraiment, pour ceux qui écouteront ce podcast, j'en ai parlé hier, justement, j'étais en cours de pub, de droit de la pub, et j'en ai parlé avec eux, je leur ai dit, franchement, l'auto-entreprise, c'est vraiment génial si vous avez quelque chose à développer, un projet. Si vous avez peur des aspects administratifs, parce qu'on se dit, je vais monter une société, ça a l'air lourd, ça a l'air chiant, ça a l'air compliqué de monter une société. Une auto-entreprise, il n'y a rien de plus simple. Ça prend 5 minutes, on crée son auto-entreprise sur Internet et c'est hyper facile à gérer. En quelques clics, on déclare notre chiffre d'affaires chaque mois, chaque trimestre. Il n'y a rien de plus simple. Donc, si vous avez peur des problèmes administratifs, franchement, foncez si vous avez quelque chose à développer. D'ailleurs, du coup, je me demande, quand tu es en train de discuter de ta création de société, est-ce que tu es accompagné pour ça? Ou est-ce que tu as eu l'idée de te dire je vais me faire accompagner, ou au contraire... Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut pas être parfait. Pour le coup, Donc, tu as eu le réflexe de te dire, tu es allé voir un avocat? Expert comptable, effectivement. Expert comptable. Mais pour l'instant, rien n'est fait encore. Ok. Mais tu as plus eu le réflexe expert comptable plutôt qu'avocat dans ce cadre-là de création de société? L'idée, ouais, effectivement. Non, en fait, c'est par connaissance, surtout. Okay. C'est par connaissance, voilà. Pour être honnête. Et l'idée, c'est que je considère qu'on ne peut pas tout savoir et que de faire nos propres statuts dans notre coin, ce ne sera pas très fiable au niveau sécurité juridique. Même si on a beau faire du droit, c'est toujours mieux d'aller voir un spécialiste. Ça peut être un avocat, ça peut être un expert comptable. Et puis, alors, il y a la fameuse solution des sociétés sur Internet qui nous permettent de créer des statuts, j'ai plus le nom, mais qui permettent de créer des statuts. Je trouve que c'est bête de passer par ces sociétés-là parce qu'on n'a pas le conseil de l'avocat, chaque situation est propre à chacun. Et donc,
dans ces situations-là, pour créer des statuts, pour créer une société, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pas de le faire dans son coin, c'est d'aller voir un avocat. Ça va peut-être coûter un petit peu de sous, c'est vrai, au début, mais après, de toute façon, on pourra rembourser ses sous a posteriori. Ça, c'est intéressant. Ça a été évoqué dans un précédent podcast avec Alison Boons, qui est photographe, et qui expliquait qu'elle n'avait pas nécessairement... Elle s'était pas fait assister au départ d'un avocat. D'ailleurs, elle avait dû prendre ses statuts sur Internet, je crois, c'est ce qu'elle disait. Oui, il me semble. Et à terme, elle a eu une difficulté dans le cadre de droit sur des photographies. Et elle expliquait que c'est après cette mauvaise expérience qu'elle a sécurisée par des contrats en étant assistée d'un avocat. Et il faudrait l'écouter parce que j'ai plus ces termes dans le détail. Elle expliquait que si elle s'était fait assister dès le début, finalement, par rapport au coût réel, et pas au coût qu'on imagine, parce qu'il y a un grand fantasme sur les honoraires de l'avocat, finalement, ça aurait été plus simple dès le départ. Ouais, bien sûr. Donc, mais moi, je partage ton avis et je pense qu'on en reparlera parce que c'est un vrai problème. Ouais. Et tout a un prix réel. Et ça marche pour tout, si c'est à bas coût, c'est qu'il y a un souci. Alors, soit c'est que c'est un modèle standardisé et c'est générique et donc ça ne sera pas forcément très efficace. Mais en tout cas, on trouve de tout à moindre coût sur Internet et c'est un vrai problème. Il y a un site Internet, alors je ne vais même pas donner son nom parce que c'est très beau, il y a la bannière, le drapeau, on a l'impression que c'est le site du Conseil de prud'homme. Il suffit de payer, je crois que c'était 90 € pour avoir une requête du Conseil de prud'homme. C'est une tannée, concrètement, parce que les personnes vont payer ça en pensant que derrière, il y a un avocat, parce que c'est très bien fait, on a l'impression que c'est un site institutionnel. Ça va être présenté au Conseil de prud'homme, ça va saisir un juge quand même. C'est pas un acte anodin. Et derrière, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé parce que soit l'acte n'est pas bon, soit tout n'a pas été demandé et il manque des demandes importantes qu'on ne peut pas ajouter. C'est devenu prescrit. Tout ça pour dire, je vais faire l'économie de. Et finalement, quand ça en arrive entre nos mains, c'est encore pire parce qu'on a le coût de la procédure habituelle, mais on a en plus le surcoût parce qu'il faut rattraper les conneries. Donc tu as raison, dans tout ce qu'on va trouver en ligne, quand c'est pas cher, il faut y faire attention. Et comme dit le dicton, le pas cher c'est trop cher. C'est ça. C'est qu'on paye pas cher, ça peut être n'importe quoi, même un objet qu'on va acheter sur AliExpress, en réalité, il va pas marcher. Il va pas marcher, donc on va racheter un autre, c'est donc c'est plus cher que ce que si on avait acheté initialement. Ça c'est important, et puis je pense qu'il faut voir les choses différemment. Il faut voir en termes de valeur, la valeur qu'on apporte. L'avocat, il est là justement pour apporter une plus-value, un conseil avisé par rapport à une situation bien particulière. Et donc, c'est ce qui peut justifier que parfois les honoraires sont plus chers que le site ou les sites qu'on évoque. Il faut le voir plutôt comme ça. Et comme je dis, voilà, le pas cher, c'est déjà trop cher. C'est ça. C'est une belle citation. Ouais, bon, je sais pas, mais... Je me demandais quels étaient les retours, en tout cas l'image de tes étudiants sur l'avocat. Deux choses, je pense. Première chose, c'est l'avocat qui plaide. Dans la tête de tous les étudiants, de nombreux en tout cas, l'avocat, il plaide forcément, il est au tribunal, il passe ses journées devant les juridictions, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, comme on l'avait dit dans la vidéo, l'avocat, il y a certains avocats qui ne plaident pas du tout. Donc c'est la première image. Et l'autre image, c'est l'avocat qui ne fait que travailler. L'avocat qui, du lundi au dimanche, de 7h à 22h, qui n'a aucune vie, famille, sociale. Je pense qu'il y a cette image-là aussi qui est partagée par de nombreux étudiants, alors que je pense que vous pouvez me le confirmer, on a discuté, qu'on peut réussir à avoir un minimum de vie sociale, un minimum de vie familiale en s'organisant correctement. Et je pense que c'est indispensable pour trouver un équilibre. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce temps de travail, ou en tout cas du fait que vu que c'était un métier passion, je pense que c'est aussi pour ça que les étudiants pensent ça, ou peut-être aussi vis-à-vis des séries, tout ça. C'est vrai que les métiers passion, comme ça, on se dit que forcément, ça veut dire qu'on va le faire tout le temps, on va faire que ça, et c'est très prenant, et nos clients, c'est le plus important, et ils vont prendre toute la place de notre vie familiale. Ça peut d'ailleurs un peu démotiver certaines personnes, j'imagine, pour aller dans cette voie. Alors qu'en fait, il faut bien penser que c'est pas ça, en fait. Moi, c'est-à-dire que mes clients, ils savent très bien que j'ai une vie familiale. Ils savent les jours où ils peuvent plus m'avoir, les jours où potentiellement, type le mercredi, ça va être plus compliqué. Et je suis tout à fait transparente avec eux par rapport à ça, et ce qui permet d'avoir une relation totalement apaisée. S'ils ont une urgence, ils savent que je vais leur répondre, même si c'est le soir, même si c'est le mercredi, même parfois le week-end, même si on évite de rentrer là-dedans, parce qu'après,
Les urgences, c'est très personnel. Mais ils savent que c'est possible, mais ils ont un grand respect de notre vie familiale et ils comprennent bien qu'on ne peut pas faire que ça. Et qu'au contraire, on serait même moins bon si on n'avait pas d'équilibre. Et alors justement, je me posais la question, je pense que ça peut intéresser du monde. Je me permets de prendre juste la parole. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des clients parfois qui sont un peu trop intrusifs, c'est-à-dire qui vont vous envoyer des messages, je sais pas, à 5h du mat, ou qui vont vous appeler le soir à 23h? Est-ce qu'il y a ce genre de clients, ou peut-être pas dans ce que j'ai décrit, mais des clients qui abusent un petit peu parfois? Oui, franchement oui, ça arrive. Ça arrive quand même, ça peut potentiellement arriver assez souvent, notamment le soir ou le week-end ou même le matin très tôt. Enfin moi ça m'est déjà arrivé que des gens m'appellent à 6h30, 7h ou le dimanche en se disant c'est vraiment urgent. Alors en fait la problématique c'est que potentiellement ça peut être vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vraies urgences où on a envie de se rendre disponible le week-end. Mais parfois et même juste de les rassurer au téléphone ou voilà d'avoir un petit mot ou de leur donner un conseil d'urgence. Mais parfois le fait d'avoir trop de personnes qui font ça, ou c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très personnel l'urgence, donc il y en a, ils vont être en panique totale, mais en fait ça va pas vraiment être justifié au niveau de la situation. Donc en fait parfois on peut avoir des situations comme ça et du coup on va se dire je réponds plus en fait au téléphone le week-end parce que je peux pas me laisser, c'est pas vraiment urgent, ou le matin ou le soir très tard, effectivement. Surtout nous qui avons cette politique de dire nos clients ont notre numéro de portable, donc ils tombent directement sur nous. Donc oui, on n'a pas de standard, c'est une volonté de notre part, mais le travers c'est que potentiellement ça peut aller dans l'autre sens. Alors ce qu'on fait en général, surtout moi en droit de la famille, et puis Sarah aussi elle a cette problématique, c'est que je leur dis la première fois qu'ils le font, gentiment, avec bienveillance, mais je leur dis que c'est pas, je leur montre est-ce que vraiment c'était urgent à ce point-là. Des gens qui abusent, qui insistent de manière récurrente, c'est pour le coup assez rare. D'accord, okay. Voilà. Et il suffit quand une personne essaye, parce qu'on a des adeptes de je vous appelle 5 fois de suite et la 6e fois vous allez répondre. La 6e fois je réponds et je leur dis mais là on est samedi donc vous me rappellerez lundi sauf s'il y a une urgence. Et une fois que tu leur as dit, les gens comprennent et se rendent compte et oui effectivement. Et ils recommencent plus, généralement. Peut-être Morgane, pour terminer ce podcast, moi ce que je retiens de notre échange, c'est que aller en fac de droit, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il y a après, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut se questionner, qu'on peut tout commencer, tout arrêter, avoir des échecs qui n'en sont pas parce que finalement c'est des épreuves que tu as passées et tout t'a servi. Comment tu vois ton activité dans 5-10 ans, vu que tu t'es créé ton propre métier? Comment tu te vois plus tard? Je rajouterais du coup une mini question supplémentaire. Est-ce que éventuellement tu te verrais avocat? Ok, 2 vraies questions de fond. Très bonne question. Très bonne question parce que j'ai un mal fou à me projeter. J'ai un mal fou à me projeter tout simplement, que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, parce que pour le coup je vis l'instant présent, je vis au jour le jour et la vie peut tellement nous faire basculer sur des épreuves difficiles que aujourd'hui, voilà, je fais ce que je fais, je suis très heureux, tout ça, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et du coup, pour le moment, je profite à fond du moment présent et dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais vraiment pas ce que je fais. Il y a 5 ans, c'était insoupçonné que je fasse aujourd'hui ce que je fais. C'était un truc totalement nouveau, le fameux métier que j'ai inventé. Voilà. J'avoue que je ne sais pas. C'est une excellente question. Et j'espère que je serai toujours dans le domaine du droit ou pas loin. Peut-être que ce sera dans le domaine de la communication, parce que là aussi j'ai des appétences. À force de côtoyer ce domaine-là, forcément on s'y intéresse. Peut-être les deux, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, toujours dans la transmission, peut-être toujours dans le partage. Et puis, est-ce que je vais devenir avocat ou je vais peut-être un jour retenter le CRFPA? Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour parce que je me vois pas être avocat, parce que j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui qui me permet justement d'être complètement heureux. Et être avocat, je sais pas si ça m'épanouirait autant que ce que je vis actuellement. On te souhaite de rester épanoui. Vous pouvez retrouver Morgane donc, sur les réseaux. Son pseudo, ce sera Jurixio. Ce sera beaucoup plus facilement trouvable si vous tapez Jurixio. Exactement. Merci beaucoup Morgane. Merci Morgane de nous avoir consacré du temps. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité sur votre compte podcast. Je tenais vraiment, d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée à continuer à vous encourager, à vous féliciter pour la qualité. Je sais que c'est du travail
de longue haleine. C'est surtout des podcasts, je sais, on se demande parfois à quoi ça sert. En termes de référencement, c'est pas facile. Mais c'est vraiment les podcasts, déjà c'est l'avenir. Et puis voilà, on a besoin de professionnels qui donnent leur avis, leur retour sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent pour justement peut-être donner envie, faire créer des vocations. Et voilà, continuez comme ça, bravo à vous et je suis sûr que ça ira loin. Merci Morgane. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.